Je vais vous laisser vous réinstaller et nous allons poursuivre les échanges de ce Cloud Independence Day avec la prochaine table ronde qui est animée par Antoine Jacquet, qui est à mes côtés. Cher Antoine, donc vous êtes cofondateur de Nuageo et vous allez animer cette deuxième table ronde, infrastructure et virtualisation, enjeux de souveraineté. Alors effectivement, vous allez évoquer comment s'assurer finalement que dans le cloud, s'assurer de la protection des données à caractère personnel, mais aussi du respect de la vie privée, mais aussi du secret des affaires. C'est un sujet que vous allez évoquer avec les 4 invités. Je vais vous laisser maintenant la parole, inviter vos intervenants à vous rejoindre et vous laisser poursuivre les débats. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup, bonjour à tous. J'espère que vous avez repris quelques forces avec le café. Et donc on va pouvoir commencer cette table ronde. Et donc j'invite Chloé Blondeau, chargée de mission politique industrielle et responsable du cloud computing de l'ANSSI, à me rejoindre. Bonjour, installez-vous. Ensuite, nous avons Alain Bouillet, président du club des experts de sécurité de l'informatique, de l'information et du numérique du CESIN. Puis Julien Pellegrin, directeur commercial et marketing de Telehouse France. Et enfin, ce n'est pas Stéphane Blanc, mais son remplaçant pour tout simplement des problématiques de logistique que j'ai oublié, que je ne voulais pas écorcher son nom, Thierry Fluorani, d'Antemeta RSSI. Alors effectivement, le thème de la table ronde peut commencer un petit peu à poser question sur les enjeux de souveraineté. On a commencé un petit peu à l'évoquer précédemment avec le RGPD. On a eu quelques réponses. La souveraineté, c'est quelque chose qui demande à peut-être être redéfini ou du moins à poser quelques concepts pour que tout le monde puisse s'accrocher à ce vœu de souveraineté des données, effectivement, de secrets industriels. Je pense que ce serait intéressant, notamment à travers la présentation de vos activités, d'enchaîner ensuite par une petite définition que vous avez et qu'on avait pu échanger lors de la préparation. Chloé, si vous pouvez commencer, honneur aux dames, pour une fois qu'on a la gente féminine représentée sur ce type de table ronde, on va en profiter. Merci. Merci. Donc, je travaille à l'ANSSI en politique industrielle. J'accompagne les prestataires de cloud, notamment, qui veulent se faire qualifier au titre de Secnum Cloud, ou en tout cas qui veulent échanger avec l'ANSSI. Donc, pour la définition de la souveraineté, comme l'a dit Guillaume Poupard tout à l'heure, c'est avant tout être capable de garantir sa propre autonomie, pouvoir maîtriser, même si aujourd'hui, on le voit, il peut y avoir des dépendances. C'est maîtriser au niveau technologique, au niveau juridique, pour pouvoir maintenir son innovation en industrie. Très bien, merci. Monsieur Bouillet. Oui, alors je crois que, bonjour à tous d'abord, je crois qu'en effet en matière de définition, je trouve ça un peu bizarre qu'on n'ait pas encore de définition de ce que c'est. La souveraineté, si, on va dans Wikipédia, on sait ce que c'est la souveraineté. Mais la souveraineté numérique, bon, ça restera un petit peu. La souveraineté logicielle, on en a beaucoup parlé. La souveraineté des infrastructures, la souveraineté... Et on arrive effectivement, alors RGPD aidant, à la souveraineté des données. Et là, quand on cherche, eh bien, on ne trouve pas. Il n'y a pas de définition, et c'est tout de même assez extraordinaire, il n'y a pas de définition de la souveraineté des données. Alors, il y en a eu une que j'ai retrouvée dans la fameuse circulaire ou directive, je ne sais plus comment on l'appelle, des collectivités locales qui avait été signée à l'époque par 2 ministres et qui interdisait les collectivités locales à recourir à des clouds non souverains. Et donc, du coup, ils s'étaient lancés sur ce que c'était qu'un cloud souverain. Et ils avaient dit, je crois, qu'il fallait que les données soient en France et qu'elles soient éligibles à la loi française. Eh bien, ce n'est pas bon non plus. Parce que à la loi française,
Microsoft qui ouvre un data center en France, enfin des data centers en France, ils seront éligibles à la loi française. Et pourtant, nos données chez Microsoft ne seront pas souveraines. Donc il faut que les données soient effectivement en France, opérées par des opérateurs français qui ne répondent qu'aux droits français. Alors, je vais peut-être déposer la définition quelque part, parce que je trouve en effet dommage qu'on n'ait pas encore réussi, avec la palanquée de juristes qui s'est penchée sur la question, d'avoir une définition claire du sujet. Merci Alain. Effectivement, ça permet de poser en quelques phrases finalement une définition que je pense que tout le monde peut comprendre. Bonjour à tous. Donc, je vais faire en fait le lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, nous, Telehouse, on est opérateur de data center de droit français. Et on a évoqué beaucoup de choses ce matin. On a pris beaucoup de hauteur. Moi, je vais redescendre un petit peu. Sur la partie infrastructure, on parle de souveraineté. La vision de la souveraineté, pour moi, c'est être maître et autonome de ces infrastructures. Et dans nos métiers d'infrastructure de data center, cet élément de souveraineté que nous allons retenir parce que les données se trouvent dans des équipements et ces équipements se trouvent dans des data centers. Et je vais parler de ce que je connais donc sur Telehouse. Les data centers sont présents donc en Europe et là en France en l'occurrence. Donc nous sommes souverains sur la partie infrastructure. Donc c'est ce que je vais retenir de la partie souveraineté. D'accord, merci. Oui, bonjour, Thierry Floriani, RSSI Antemeta, fournisseur de cloud français. On parlait de la notion de souveraineté. C'est quand même une notion assez vaste qui initialement est physique. Souveraineté sur un territoire avec des moyens capables d'assurer la protection des citoyens, de faire la loi et d'avoir tous ces éléments appliqués. Effectivement, comme disait M. Bouillet, le passage dans le monde numérique et autour de la donnée pose la question d'une nouvelle souveraineté. J'aurais tendance à dire, un peu sur la même ligne que M. Bouillet, je suis désolé, je n'ai pas cherché à copier, mais je passais après vous. J'aurais tendance à dire, il faut que la loi du pays concerné s'applique et que le tribunal de jugement s'applique. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Secnum Cloud, à partir de ce moment-là. Parce que quand vous achetez un matériel étranger, je ne vais même pas parler de nom, je suis obligé même, mais quand vous regardez le contrat d'achat et le contrat de maintenance, c'est marqué loi américaine, tribunal de Sacramento. Alors après, sur les équipements et les matériels, il y a effectivement un contrôle français, effectivement une droit de société française, ce sont des éléments des prérequis, mais pas forcément suffisant. Parce que fondamentalement, tous les équipements qu'on achète maintenant, il y a toujours un lien de maintenance, un lien de télémaintenance, des remontées d'informations pour améliorer ce produit. Voilà, c'est le terme officiel. Et donc, fondamentalement, tout est toujours plus ou moins connecté, avec plus ou moins d'informations qui sortent. Voilà. Donc la souveraineté, j'aurais tendance à dire, et après j'arrêterai, il faut vraiment en avoir la volonté de le faire. En revanche, et là je reviens un peu sur votre ligne, donc il y a quand même des limites. Ce n'est pas une souveraineté totale, je dirais c'est une souveraineté maîtrisée autour des éléments nécessaires pour pouvoir prendre des engagements. C'est intéressant justement, mais par rapport, et je vous laisserai la parole juste après, concernant justement cette souveraineté. On a parlé de souveraineté des données et par rapport à une localisation, une réglementation française. Le RGPD, c'est un règlement européen. De quelle manière est-ce que cette souveraineté peut s'appliquer sur le territoire européen? Est-ce que c'est bien de penser que français ou est-ce qu'il faut regarder un petit peu plus large? Je pense oui, justement, c'était la précision que je voulais apporter tout à l'heure à ma définition. Je pense qu'en effet, il faut bien s'intéresser à la loi du pays, mais quand on voit qu'aujourd'hui, l'Europe a réussi à se doter d'un règlement européen, on peut évidemment envisager une notion de souveraineté européenne. Ça me semble effectivement à l'ère du cloud de dire qu'on va avoir des souverainetés nationales, c'est quand même un petit peu compliqué au niveau européen, mais à tout le moins qu'on puisse avoir des notions de souveraineté européenne. Je pense que c'est tout à fait souhaitable et à notre portée. Ok, merci pour cette précision.
Oui, alors, Monsieur Ferrari. c'est plus un problème de vitesse que d'écart de trajectoire, je dirais. À partir du moment où la souveraineté européenne est mise en place, il y a forcément des traductions de cette souveraineté européenne dans les textes et les lois nationales. En fait, la problématique, c'est plus une problématique de vitesse. Les pays, entre guillemets, souverains, vont prendre des mesures de protection de leur souveraineté numérique plus rapidement que l'Union européenne ou le concilium de l'Union européenne. Mais c'est plus un problème de vitesse que vraiment un problème de volonté, je pense. Alors, je crois que maintenant on est assez clair effectivement sur cette définition. Il y a quand même un enjeu qui est important aujourd'hui. On parlait tout à l'heure justement de l'omniprésence, voire de l'omnipotence des fournisseurs américains qui proposent des services à valeur ajoutée, a priori, puisqu'il y a pas mal de gens qui trouvent un intérêt à les utiliser. Comment est-ce qu'on peut... alors, on peut la souhaiter, cette souveraineté. Donc ça, c'est une chose, c'est intéressant. On peut éventuellement... comment est-ce qu'on pourrait la mettre en œuvre ou au moins y accéder? Parce que ce n'est pas le tout. Les entreprises ont besoin d'avancer, ont besoin d'outils. Est-ce qu'elles ont une alternative valable aujourd'hui pour se dire je vais faire en sorte d'être souverain sur mon patrimoine de données, sur mes applications et mes infrastructures? Je ne sais pas qui peut... Alors, peut-être, si je peux me permettre, il faudrait peut-être planter le décor. Parce que on a beaucoup parlé des données personnelles, et on en parlera encore longtemps avec le RGPD. On s'est, à mon goût, un peu trop focusé là-dessus, ce qui, du coup, pose le problème des autres données, et on ne s'en est peut-être pas très bien préoccupé pendant toutes ces années où on a consacré beaucoup d'argent à se mettre en règle avec le règlement. Maintenant, je pense que la problématique de la souveraineté ne se pose pas de la même manière selon que nous parlons. Alors, on va oublier, mais on va oublier les données privées, parce que ça, je pense que c'est mort. Hein, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, a priori, ce ne sont pas des acteurs européens et souverains, donc, et on a tous nos données là-dedans. Donc je pense que d'un point de vue personnel, moi je suis assez pessimiste pour dire qu'effectivement on pourra retrouver éventuellement une souveraineté. Par contre, moi je suis RSSI, je suis payé pour protéger le patrimoine informationnel de mon entreprise, et aujourd'hui je vois qu'on suit le même élan, c'est-à-dire que il y a effectivement un engouement, et il peut s'expliquer vers les solutions américaines. Il y a pratiquement une hégémonie, enfin une absence de choix qui est assez cruelle pour les entreprises. Mais la problématique de souveraineté ne se pose pas de la même manière, et j'en profite que j'ai un fournisseur de data center à côté de moi pour lancer le débat. Selon qu'on parle de cloud en infrastructure, donc IaaS, PaaS ou SaaS. Je pense qu'en effet, alors d'abord, il faut parler du cloud public, parce que cloud hybride et cloud privé, pour moi, ça c'est de la littérature, c'est de la technologie, c'est pas de la situation pour les données. Mais par contre, si on parle en effet, 1, de cloud public, 2, de SaaS, on a un vrai enjeu aujourd'hui qui est qu'on n'a pas de choix en matière de... Est-ce que ce n'est pas un problème plutôt qu'un enjeu? Alors, oui, un problème, pardon. Alors que IaaS et PaaS, on arrive toujours... Alors d'abord, quand on a besoin de IaaS ou de PaaS, on n'est pas forcé d'aller chez Amazon. On a aujourd'hui des solutions françaises, européennes, qui sont tout à fait viables. Par contre, quand on commence à taper dans le SaaS, quand on veut externaliser sa messagerie aujourd'hui, moi je connais 2 fournisseurs, ils sont tous les 2 américains. Donc c'est cette absence de choix aujourd'hui et cette absence de souveraineté, y compris quand les opérateurs ouvrent des data centers en France, ce qui est une pure opération commerciale et qui est liée, à mon avis, à des problématiques de temps de réponse plus qu'autre chose. Là, effectivement, aujourd'hui, la souveraineté est mise à mal, et je suis extrêmement pessimiste quand j'entends que Airbus, chez Google, 36, je crois que c'est le chiffre qu'a donné Microsoft, 36 membres du CAC 40
chez Office 365. Ça veut dire que d'ores et déjà, on a pratiquement toutes les données d'entreprise, parce qu'il ne faut pas me faire rigoler, je sais ce qu'il y a dans la bureautique de l'entreprise, et il y a en effet, y compris les secrets de fabrique, parce que les gens s'échangent des pièces jointes par mail, on sort des données des applications, on les met dans la bureautique, on ne les protège pas, et on les envoie dans le cloud. Donc là, moi, je suis très inquiet et très pessimiste. Si on ne se réveille pas, on pourra toujours créer une solution souveraine éventuellement, parce que j'ai des solutions à proposer, on en parlera tout à l'heure. Mais pour qui ? Quand j'aurai 100% des gens, des entreprises qui auront migré, bah, je ne sais pas bien à qui cette solution pourra être proposée. Julien ? Alors oui, je vais être effectivement, il y a cette vision. Donc, je rejoins en fait, il y avait la question sur l'alternative. Est-ce qu'il y a des alternatives ? Donc, je dirais oui, il y a des alternatives sur la partie IaaS, parce qu'effectivement, on est sur la partie infrastructure. Et il y a une alternative parce que si on existe aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande, il y a un marché qui est là pour des gens qui se soucient aussi de savoir où se trouvent les équipements. Alors encore une fois, je parle d'équipements, pas forcément la partie données, mais qui se soucient de savoir si les fournisseurs ont des certifications et sont focus sur le respect, les RGPD, l'ensemble de ces aspects de conformité. Donc oui, heureusement pour nous, il y a cette alternative parce que on propose ce choix-là. Et le sujet aussi qu'il faut aussi mettre en exergue, c'est qu'il faut trouver le point d'équilibre quand on est en discussion contractuelle avec des clients. Est-ce que ces clients ont ce même équilibre de négociation contractuelle avec des opérateurs, je dirais, transatlantiques, où effectivement, on l'évoquait, il faut faire appuyer 36 fois sur oui pour obtenir une application, ce genre de choses-là. Il faut trouver un équilibre dans la négociation contractuelle, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ou peu. Enfin, si il y en a un parmi vous qui peut me dire oui, j'ai pu négocier avec des gros acteurs des GAFA qui lèvent la main, je serais très heureux d'avoir des solutions pour les négociations avec ces acteurs-là. Donc oui, il y a des alternatives. Encore une fois, sur la partie plutôt infrastructure IaaS, effectivement, sur la partie ça, c'est un peu plus compliqué. Et justement, Chloé, comment on se rassure alors, pour arriver à trouver un fournisseur qui permettrait de sécuriser à la fois notre système d'information et de trouver justement une infrastructure ou quelque chose où je resterais souverain finalement. Comment on se rassure ? Donc pour établir la confiance, c'est vrai que l'ANSSI a mis en place des référentiels de qualification. Donc sous la marque des visas, les visas de l'ANSSI, on a entre autres donc, la qualification SecNum Cloud qui concerne à la fois IaaS, PaaS et SaaS. Le référentiel est encore jeune, en train de se construire. On a de plus en plus de monde intéressé, et pas seulement chez les IaaS ou PaaS. On commence à avoir des prestataires de SaaS qui viennent nous voir, qui veulent devenir SecNum Cloud. Donc ça montre qu'il y a aussi une maturité de leur côté. Parce que si on parle avant de parler de l'alternative, il faut parler de la maturité de ces acteurs-là, qu'ils soient français ou autres. C'est qu'avant tout, ils font du logiciel, ils ne prenaient pas vraiment en compte la partie stockage des données, et que même un prestataire français qui va faire du SaaS, déjà il se met au SaaS, et donc il commence à parler ISO 27001. C'est déjà un gros pas pour lui. Il le fait peut-être sous la pression même des administrations ou des OIV avec lesquels il travaille. Aujourd'hui, voilà, on a de plus en plus à la fois de IaaS, PaaS ou SaaS qui viennent nous voir. Donc déjà, c'est un bon pas. On est plutôt optimiste là-dessus. L'alternative, elle va se créer. On espère. Et pour ça, pour établir la confiance, donc il y a SecNum Cloud. Le référentiel, pour en parler en quelques mots, il n'a pas réinventé la roue. Donc on a repris en gros le référentiel majeur sur le marché qui est ISO 27001, qu'on a durci avec tous les aspects techniques
que les experts de l'ANSSI ont pu mettre dedans. Et puis surtout, il y a une chose que j'ai entendue tout à l'heure, c'est tout ce qui est convention de service. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas négocier quand on veut faire du SaaS avec des prestataires américains ou même du PaaS. C'est pas possible d'avoir sa petite annexe, qu'on soit Airbus ou un autre, j'imagine. Enfin, je ne suis pas dans le contrat d'Airbus, mais voilà. Donc aujourd'hui, SecNum Cloud, c'est aussi pour protéger avec une convention de service. Donc on demande un SLA, on demande donc des engagements au niveau du service, du support, une interface de support en français, un premier niveau de support en français. Et puis sur la localisation des données, comme on l'a dit, aujourd'hui pour la souveraineté, on ne parle pas au niveau français, mais on parle au niveau européen. Que ce soit pour la localisation ou pour le contrat qui doit se faire avec une entité au sein de l'Union européenne. Et aussi une petite clause qui est dans l'annexe, mais qui peut faire effectivement, qui peut être compliquée, où c'est tout ce qui est extraterritorial, c'est qu'on demande que la loi européenne, quoi. Donc, Merci. Juste Alain, juste avant de vous laisser la parole, je pense que monsieur, vous aviez une... Oui, alors on commence à parler de cloud, des SecNum Cloud et des éléments comme ça. Je crois qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête. Quand on parle de cloud, je ferai une autre analogie. Si je vous parle d'automobile, est-ce que vous en déduisez qu'il n'y a qu'une seule marque et un seul modèle d'automobile? Le cloud, c'est la même chose. Il y a des clouds pour des usages, il y a des clouds sécurisés, il y a des clouds pas sécurisés. C'est le premier point. Donc, ne pensez pas que quelqu'un qui s'annonce comme étant le cloud provider du siècle a la solution à tous vos problèmes. Il a une solution et il fait en sorte de vous faire croire que c'est votre solution. Mais c'est loin d'être une solution qui vous correspond. Premier point. Deuxième point, il ne faut pas oublier aussi, après j'arrête, quand on parle, on n'a pas du tout la même structure de réseau pour se connecter sur un cloud en France et aux États-Unis. En France, surtout en région parisienne, dans les grandes villes françaises, vous avez de la fibre optique. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, vu l'immensité du territoire. Donc le cloud public a bien démarré aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas les infrastructures réseau que vous avez en France. Donc, ce n'est pas les mêmes solutions parce que vous n'êtes pas sur le même territoire, vous n'êtes pas sur les mêmes systèmes pour vous connecter aux infrastructures. Alain ? Oui, alors moi je voulais revenir, pardon Chloé, on va lancer le débat parce que je voulais revenir sur ces sujets de sécurité versus souveraineté. Je pense qu'il ne faut pas confondre. Si on avait des solutions de sécurité efficaces, systématiques et pas débrayables par l'utilisateur, on ne parlerait pas de souveraineté de données. Enfin, je veux dire, si j'envoie toutes mes données chez Google ou chez Microsoft, que je les chiffre toutes, et que je garde les clés chez moi, j'ai plus de problème de souveraineté. Or ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, y compris, alors je suis désolé pour s'il y a des fournisseurs dans la salle qui fournissent des solutions de GSM de clés pour garder les clés chez soi, on en a acheté, donc je sais que ça existe. Ça ne fonctionne pas parce que, évidemment, qu'à partir du moment où l'opérateur n'a plus l'accès à la donnée, il ne peut plus indexer les données, il ne peut plus les triturer, et l'utilisateur s'en retrouve totalement marri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclassifie sa donnée pour ne plus être embêté avec ces histoires de chiffrement. De la même manière, on parle souvent d'hybridation. Et les grandes entreprises qui ont les moyens d'entretenir une infrastructure on-premise et de se payer une infrastructure dans le cloud disent moi, je garde tout ce qui est bon, tout ce qui est secret, je le garde chez moi. Mon œil. Est-ce que personne ne discute entre les deux mondes, des VIP qui restent en interne et de ceux qui sont partis dans le cloud? Donc ça ne fonctionne pas non plus. Ça rassure effectivement le COMEX moyen. Mais ce n'est pas aujourd'hui des solutions qui nous permettent en effet d'avoir des garanties de souveraineté. Donc, SecNum Cloud, j'ai bien regardé le sujet. Je pense qu'en effet, le jour où Microsoft aura ses data centers opérationnels en France et qu'ils y mettront le paquet, ils auront le label SecNum Cloud parce qu'il n'y a rien dans le label qui oblige Microsoft à, à la solution à n'être
que sous la loi européenne. Elle sera sous la loi européenne puisqu'ils ont des data centers en France. Elle l'est déjà puisqu'ils ont des data centers en Hollande et en Irlande. Mais le fait qu'elle soit en France ne changera rien au problème de la souveraineté à partir du moment où les data centers seront opérés par Microsoft et donc sous la loi américaine et donc pas souverain. Donc je pense qu'en effet, il ne faut pas confondre souveraineté et sécurité. Aujourd'hui, la sécurité ne peut rien, enfin en tout cas dans l'état actuel des solutions, ne peut rien pour la souveraineté. Ça veut dire qu'il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est en effet peut-être des mariages heureux entre des gens qui savent faire, qui savent proposer des solutions. Et encore une fois, je pense que des solutions comme Office 365 ou Google Docs sont d'excellentes solutions. Ils sont très bien perçus par les utilisateurs. Eh bien, j'aime pas dire ça, il n'y a qu'à faire comme les Allemands et les Chinois. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un accord avec Microsoft et avec d'autres opérateurs, d'ailleurs, je crois Salesforce, où, en effet, l'Allemagne offre à ses utilisateurs, à ses clients des solutions Canada Dry, on va dire 365, opérées par un opérateur du pays. En l'occurrence, il s'agit de Deutsche Telekom en Allemagne et je ne sais pas qui en Chine. Et Microsoft, à un instant T, n'a jamais accès à la donnée. Alors, il y a bien un moment donné où ils auront accès, mais ça se fera dans des modes sécurisés. Donc, je pense que des solutions existent, mais il ne faut pas simplement... il faut être un petit peu intelligent. On ne va pas reproduire ce qu'a fait les Chinois, ce qu'ont fait les Allemands, pour des raisons totalement différentes d'ailleurs, dans 28 pays. Donc il faut réfléchir effectivement à une souveraineté européenne, sachant que des solutions, encore une fois, sont possibles. Très bien, merci. Justement, sur ces différentes solutions, Thierry, il y avait quelque chose à rajouter? Oui, alors j'aime bien ce que tu dis, enfin, on se connaît déjà, on s'est déjà pratiqué, mais je reviens quand même sur la notion de vitesse. Pour être au contact des grands éditeurs et fournisseurs de matériel étrangers, ils sont dans une course de vitesse de manière à faire en sorte, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en termes de résultats, c'est qu'on arrive devant un fait établi avant que nous ayons le temps de se mettre d'accord pour avoir quelque chose au niveau européen de suffisamment pertinent pour tourner le coup. Et je ne parle pas en 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être pas plus. Et après, on a déjà perdu la bataille sur les données, et je suis d'accord, sur les données de personnel, Facebook, enfin, tout ce qui est là, parce que là, avant de faire marche arrière, il va falloir un travail énorme. On n'avons, je pense, pas encore, alors là, je suis peut-être trop optimiste, pas perdu la bataille sur la partie des données industrielles, parce que on a eu quand même un certain nombre d'industries qui ont été relativement conservateurs dans la protection de leurs données, qui les ont gardées dans leur data center et qui commencent à faire le chemin vers le cloud, un peu 5 ans en retard par rapport à nos amis des pays nordiques européens, qui sont déjà plus avancés que nous, et qui du coup prennent en compte les nouvelles exigences. Donc il y a les RGPD, mais aussi toutes les affaires et tout ce qui s'est passé. Donc il y a un niveau de maturité pour démarrer ce chemin de bascule des infrastructures de la partie interne vers un prestataire extérieur, cloud ou autre. Donc on a peut-être la chance de ne pas avoir été trop vite. Je le dis comme ça de manière un peu humoristique, ce qui a permis de prendre en compte peut-être un peu mieux les éléments de sécurité. J'aurais pas dit ça il y a 18 mois. Justement, par rapport à cette souveraineté, ou du moins les différentes solutions qui sont proposées, en fait, en face, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que finalement c'est une attente des utilisateurs? On voit bien qu'il y a une responsabilité aussi de l'utilisateur, ou du moins du consommateur de ces services, de faire le choix d'aller soit vers le service, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, donc je vais chercher un service, soit d'aller chercher le service souverain. Et comme quelquefois l'alternative n'est pas forcément évidente à trouver, finalement, est-ce qu'il prend le temps ou est-ce qu'il fait l'effort nécessaire? Est-ce qu'on est sur justement une problématique d'effort? Là, je m'alignerai sur la position de Cédric Prévost, je ne sais pas où il est, mais fondamentalement, il faut que le service soit de qualité. Vous ne pouvez pas dire que le fait d'être souverain ne peut pas être une excuse à une moindre qualité ou à un moindre service. Il faut que le service soit de qualité et en plus qu'il soit, je préférerais dire que souverain, partiellement souverain, parce que la souveraineté complète, nous n'en avons pas les moyens pour l'instant. J'espère bien les avoir un jour, je suis un optimiste de nature. Mais voilà. Mais la qualité de service, vous
Vous savez, quelqu'un qui va sur un site web, ou sur son smartphone, ou sur son ordinateur, il clique, il attend 1, 2, 3 secondes. Si ça ne répond pas, il change de site, il va ailleurs. Nos consommateurs, nos utilisateurs, les gens dans les entreprises, ils sont sur le même état d'esprit. Donc vous ne pouvez pas passer 10 minutes à comprendre une page web pour savoir quoi faire et attendre plus de 5 à 10 secondes que cette page web veuille bien s'afficher. Donc la qualité de service est primordiale. Très bien. Désolé, le temps avance très très vite. Je vais juste vous demander à chacun une dernière petite phrase sur justement quel est pour vous l'enjeu majeur sur la souveraineté. Et après, on pourra passer à quelques questions et peut-être que ça permettra de compléter vos différents propos. Julien ? Je démarre donc. Ouais. Pour moi, le message, c'est effectivement l'alternative. Oui, il y a une alternative. Encore une fois, il faudrait qu'on arrive à sortir d'être un peu suiveur. L'objectif, c'est qu'on arrive effectivement par l'innovation, par la créativité, essayer de proposer des choses différemment, autrement. Mais si on est tous présents aujourd'hui, c'est qu'effectivement, oui, il y a une alternative. Sinon, on ne serait pas là à se poser ces questions et à essayer d'avancer sur ces sujets. Voilà. Merci. Alors, une phrase, c'est toujours dur pour moi, mais... Je sais. Mais c'est l'exercice, justement. Je crois d'abord qu'il faut arrêter d'être naïf. Il faut aussi se dire que le fait de ne pas avoir de choix, ça n'implique pas de ne pas se poser de questions et si possible se poser les bonnes. Donc une fois que j'ai dit ça, en effet, aujourd'hui, on n'a pas parlé, on en a un petit peu parlé dans la table ronde précédente, mais on n'a pas parlé du Cloud Act. J'attends, moi, des réactions un peu virulentes de la part des agences, de la part des gouvernements à propos de ce Cloud Act. J'étais obligé de lire Le Canard enchaîné cette semaine pour avoir un article plutôt amusant, et ils disent que le Cloud Act, c'est un permis officiel d'espionnage. Je pense en effet qu'on a une véritable urgence aujourd'hui. Alors c'est là que la notion temps, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord, parce que moi je vois défiler jour après jour, semaine après semaine, des contrats qui en effet sont plutôt des contrats. Alors on n'a pas parlé non plus de fiscalité, hein, mais on est tous complices aussi de l'évasion fiscale, puisque tous les contrats qu'on signe avec ces gens-là, ils sont signés en Irlande au passage. C'est pour ça qu'on a circonscrit la conférence. Mais ça, c'est pas mon domaine, donc je ne parlerai pas de ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a urgence, en effet, à trouver des solutions. Et encore une fois, des alternatives plutôt, sur la partie SaaS et plus particulièrement sur les parties collaboratives, messagerie, etc. Et on a besoin que les acteurs se bougent, qui sont les agences, l'ANSSI, que sont le Parlement européen et accessoirement les gouvernements des pays européens. D'accord, merci. Chloé ? Donc, l'agence se bouge. Est-ce que l'ANSSI se bouge alors ? Oui. Oui, aujourd'hui, le cloud, c'est vraiment un sujet de préoccupation qui est vraiment à toutes les lèvres, on le mange à toutes les sauces. Aujourd'hui, c'est vrai que l'agence, en tout cas, aujourd'hui, on propose Secnum Cloud. On travaille aussi dans le projet de schéma de certification européen du cloud. Donc, on espère pouvoir donner une dimension souveraine européenne pour pouvoir un jour proposer une alternative de confiance. Mais pour ça aussi, il faut que le marché mûrisse, que ce soit du côté des industriels. Donc, IaaS, je l'ai déjà dit, c'est bon, que les SaaS puissent vraiment prendre le pas de la qualification. Et puis derrière aussi, pour que les fournisseurs proposent une offre, il faut qu'il y ait un marché aussi mûr. Donc Secnum Cloud, je rappelle, c'est pas dans un cadre réglementaire qu'il s'inscrit, mais c'est avant tout pour servir les TPE, PME, collectivités territoriales, pour qu'elles puissent bénéficier de conventions de services. Donc il faut savoir que si on demande une maturité du marché, que les offres des fournisseurs proposent une alternative qualifiée,
il peut y avoir un surcoût. Donc ce surcoût, c'est un surcoût de sécurité. On le sait aujourd'hui, la sécurité va peut-être passer après les métiers. Donc voilà, il faut que ce marché soit mature pour absorber ça, que les métiers puissent faire des compromis pour accepter des alternatives, laisser la place à des alternatives souveraines. En tout cas. D'accord, merci. Thierry, Oui, juste pour conclure. c'est moi qui conclue. Ouais, c'est... Bon, je dirais le cloud, quel que soit le nom qu'on met et un peu ce qu'on met derrière, c'est quand même quelque chose qui est en chemin et qui va, dans les années à venir, être employé massivement. Et on voit bien les mouvements, et je pense que tu ne me contrediras pas, on voit bien les mouvements, on parlait des PME, des ETI, et des grands comptes, c'est déjà anticipé, qui basculent vers le cloud. Je vois pas mal de clients avec des problématiques de sécurité. Donc il y a une maturité qui arrive. La certification SecNum Cloud apporte un niveau et commence à recevoir auprès des utilisateurs finaux une première résonance. Je dis une première résonance. Ce n'est pas une obligation. Parce que dès qu'on parle argent, on rentre après dans une autre résonance. Mais ça ne fait rien. Ça commence à marcher. Donc je pense que fondamentalement, nous avons les moyens de faire des choses pas inintéressantes en termes de souveraineté et je dirais plus généralement de protection de nos données qui contribueront aussi à la protection de notre économie et donc de nos emplois, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit en finale. On ne fait pas juste ça pour faire de la sécurité. On fait ça parce que, comme dans toute économie ouverte, on a de la concurrence, plus ou moins loyale, plus ou moins déloyale, et l'objectif est effectivement à la fin d'avoir une économie solide et des emplois pour nos enfants. En tout cas, pour moi. Et pour les plus jeunes, pour eux. Voilà. Donc, donc nous avons les moyens. Exatrust en a un exemple où des partenaires cloud avec des fournisseurs de solutions commencent à réfléchir ensemble pour voir comment proposer des solutions de sécurité, des solutions, je préférais le terme de confiance, à un plus grand nombre d'utilisateurs potentiels. Ce que les Américains savent faire et qu'on ne sait pas faire, fondamentalement, c'est qu'ils savent faire des solutions pour le plus grand nombre. Alors que nous savons faire de très bonnes solutions pour un petit nombre. Et ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est à faire de la masse. Enfin, je suis... Merci. Voilà. Merci pour cette conclusion. Juste, on a donc un tout petit peu de temps pour au moins une question si elle est rapide, ou peut-être deux si elle est rapide, justement, mais une au moins. Oh, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est toujours Jean-Jacques Urban. On parle du cloud. Je crois ne pas avoir entendu parler du réseau. Et pourtant, Internet vient de subir 3 déflagrations. La première, c'est la vente des données personnelles. La deuxième, c'est la neutralité du net. Et la troisième, c'est le Cloud Act. Et donc, je ne comprends pas, alors que certains, Louis Pouzin particulièrement, certains connaissent, dit que Internet est un protocole qui est plutôt de type prototype. Pourquoi, alors que l'on cherche à délimiter une autorité européenne, nous ne profitons pas de ces assauts contre des valeurs qui étaient défendues par Internet pour construire au périmètre à définir, sans d'ailleurs l'Angleterre, un Internet européen respectant des règles européennes et anticipant le marché nouveau que l'on nous annonce être prometteur, qui est celui de l'IoT. Pour avoir travaillé sur les systèmes industriels du groupe PSA Peugeot Citroën, j'ai quelque peine à croire que l'on puisse laisser se développer des milliards d'objets connectés qui passeraient par l'Internet aux règles américaines. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'était une grande question. Je pense que vous avez 4 heures. Alors,
Je vais essayer de répondre sans trahir la question, hein. Voilà. Je pense que fondamentalement, après la période de déploiement massif d'Internet, et il y a une deuxième période qui est de l'envisagement, qui a été l'utilisation d'Internet à des fins commerciales, hein, et de plus en plus à des fins commerciales et de moins en moins à des fins d'échange d'informations publiques, je vais le dire comme ça. En fait, c'est vraiment une histoire commerciale. Les pays européens et la France ont signé des accords avec un certain nombre d'acteurs. Et donc, dans ces accords, il y a très certainement, je ne les ai pas tous lus, hein, et je n'ai pas la prétention de tous les connaître, mais il y a forcément des clauses permettant de favoriser l'accès au marché français, aux technologies américaines de l'information. Et en contrepartie, bien sûr, comme tout différend commercial, ça peut s'envisager, un différend commercial, il y a des contreparties, je dirais, laissant les Européens accéder à une partie du marché américain. Donc dans tout ça, c'est juste un réglage commercial. Et ce n'est pas par hasard si dans les derniers traités, ils voulaient mettre la clause, pour laquelle moi je suis fondamentalement contre, mais ça c'est une autre histoire, mettre en place des tribunaux commerciaux et pas des tribunaux gérés par la loi. Si ça, ce n'est pas une perte de souveraineté fondamentale, parce que je dirais, vendre des cigarettes, nuire à la santé publique, entre guillemets, je ne suis pas revendeur de cigarettes, mais si ça c'est traité par un tribunal commercial, on sait à peu près où ça va aller, hein. Et quand on parle de la protection de la donnée personnelle, c'est exactement la même logique. Quels sont les traités que nous avons signés? Quels sont les accords? Et c'est des accords donnant-donnant, parce qu'on n'est pas non plus des anges, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a accepté? Pourquoi on a accepté ça? Et quels sont les bénéfices qu'on en a tirés d'un autre côté sur un autre secteur industriel? C'est tout, hein. Et après, il y a l'état de fait, des technologies américaines qui sont performantes, des usages qui sont là et qui plaisent au grand public, usages que nous n'avons pas envisagés. Hein, nous n'avons pas envisagé, nous n'avons pas eu cette perception de la vision de l'utilisation de ces informations. Donc effectivement, on a un retard là-dessus. Hein, et ce n'est pas un retard technologique, c'est bien un retard d'usage, de perception. Très bien, merci pour cette réponse. Je pense que je ne sais pas si on va en avoir le temps, on n'a plus le temps. Une petite? Juste une remarque. Super. Je crois que c'est une question de souveraineté tout court. Et le plus flagrant exemple qu'on nous avons déjà perdu notre souveraineté industrielle, je vous invite à regarder un documentaire passé sur la chaîne parlementaire sur Alstom. On a perdu nos centrales nucléaires, on a perdu notre souveraineté sur nos porte-avions, on a perdu notre souveraineté sur le TGV, et le prochain sur la liste, regardez ce que fait la société Palantir chez Airbus. Le prochain sur la liste, c'est Airbus. Donc je crois que l'homme politique a un train de retard, parce que là, ils sont en train de taquer, soi-disant, il n'y a que eux qui savent faire l'intelligence artificielle, c'est bizarre, on nous dit qu'on a les meilleurs. Bon, Facebook les débauche à 15 000 € par mois. Je crois que tant que l'homme politique et le citoyen n'a pas une prise de conscience immédiate, parce que là, l'urgence est là, qu'on parle de souveraineté industrielle, numérique, énergétique, à ce moment-là. Et je pense que l'Europe à 28, ce n'est pas adapté. Il faut peut-être revenir à l'Europe du charbon et de l'acier et reparler de notre souveraineté industrielle. Mais en tout cas, je crois que l'homme politique aujourd'hui, soit il joue le jeu des GAFAM, avec certains hauts fonctionnaires, et pour moi c'est un scandale que des hauts fonctionnaires passent chez Amazon en étant à l'éducation nationale, et puis je ne parle pas du reste, et donc il y a une autre catégorie d'hommes politiques citoyens, et c'est cela où il faut être solidaire, c'est on va changer toutes les règles du jeu. Citez-moi le nom d'une seule entreprise chinoise menacée par le département de justice américain qui s'est fait racheter par une bouchée de pain par le concurrent américain. Vous allez la répondre dans la question. Merci. Je ne sais pas si ça a à peine une réponse, c'était surtout un commentaire. Merci. Peut-être un commentaire rapide. Je pense qu'en effet, on est passé à une autre ère. Enfin, moi, j'ai vécu effectivement toutes les étapes de l'intelligence économique. On parlait beaucoup des backdoors, on parlait le concours entre les backdoors entre Cisco et Huawei. La différence, c'est que les backdoors de Cisco, on les a mis en évidence. Donc du coup, là, on est passé à une autre ère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de backdoor, puisque massivement les données sont livrées sur un plateau en clair aux opérateurs américains. Donc vous n'avez plus besoin de faire de l'espionnage classique par les tuyaux. Vous les avez dans les data centers. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce sujet-là. Mais effectivement, la souveraineté, on peut la mettre à tous les étages. Là, en effet, alors
depuis Snowden, je pense que la CIA et la NSA ont dû faire quelques progrès en intelligence artificielle et en big data, et qui savent très bien exploiter tout ce qu'on leur livre, encore une fois, sur des plateaux d'argent. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Antoine. Merci beaucoup pour ces échanges. Nous allons poursuivre ces échanges à présent, mais de façon informelle, autour d'un cocktail déjeunatoire qui vous est offert par Walix. Ça se trouve dans le pavillon Joffre qui est juste à côté. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h30 ici même dans cet amphithéâtre pour la battle entre Guy-Philippe Goldstein et Pierre Bélanger sur les technologies numériques signe-t-elle la fin des nations. Je vous retrouve ici à 13h30. Très bon appétit à tous.